Direction les Hauts-de-France, au cœur du massif d'Ermenonville, pour découvrir le monument classé à la 3e position, le domaine de Chaly. 1000 hectares de terre, de forêts et d'étangs, au cœur desquels se nichent un château-musée, une chapelle et les ruines d'une église abbatiale du XIIIe siècle, aujourd'hui ouvert à la visite. Ici, près de 9 siècles d'histoire se côtoient harmonieusement pour le plus grand plaisir d'Alexis, administrateur général du lieu. Chaly, c'est un petit paradis, c'est un lieu très préservé, intime, où se mêlent l'art, la culture. Et puis tout à Chaly invite à élever l'esprit, à élever le regard. Et c'est cette invitation, au fond, à s'élever, moi, qui me touche vraiment dans cet endroit. Fondé en 1136 par Louis VI le Gros, le domaine est à l'origine une prestigieuse abbaye royale et un centre commercial et intellectuel majeur. Voilà, on est ici au cœur des ruines de l'église abbatiale de Chaly, un monument très important pour le XIIe siècle. Et se dresse encore devant nous le transept nord. On reconnaît bien ces voûtes en forme d'ogive, typiques du style gothique. On est quasiment dans un décor de théâtre, c'est quelque chose qui a vécu. On sent le travail des moines, le travail des architectes, des bâtisseurs, et puis surtout l'effet du temps qui passe. Et cette église abbatiale et le cloître attenant ont été démontés à la Révolution française. Et beaucoup de maisons dans la région aujourd'hui sont construites avec des pierres de Chaly. À droite de l'église, l'ancien monastère dont il ne subsiste qu'une aile a été transformé après la Révolution en petit château de villégiature. Celui-ci passe de main en main avant d'être racheté en 1902 par Nelly Jacquemart-André, une collectionneuse passionnée. Alexis nous escorte dans ses appartements. Nelly Jacquemart-André est l'épouse du richissime Édouard André, héritier de la banque André. Et Nelly Jacquemart, avant qu'elle ne devienne Madame André, a passé son enfance ici, à Chaly, chez sa protectrice, Madame de Vatry. Et en 1902, elle apprend que Chaly est à vendre. Elle est évidemment très excitée à l'idée de devenir l'acquéreur de Chaly, la maîtresse de maison au fond. Et elle dessine sa chambre comme une petite fille rêverait de sa chambre de princesse. On aperçoit ici le lit, le ciel de lit qui se trouve juste derrière, qui est identique, et puis ces 2 colonnes qu'on retrouve encore ici, qui sont des colonnes qui ne soutiennent rien en fait, qui sont là pour décorer. Et on retrouve dans ce dessin et dans cet aménagement, au fond, l'œil de décoratrice. Une décoration faite de meubles précieux, de bibelots délicats et de peintures typiques du XVIIIe siècle. Un style qu'elle affectionne particulièrement et que l'on retrouve jusque dans sa salle de bain. Cette salle de bain, elle est très richement ornée. Comme vous pouvez le voir, on a des lambris 18e qui ornent les murs. Et puis, on retrouve évidemment une baignoire. Cette baignoire, vous voyez, avec ces 2 robinets en forme de col de cygne en bronze doré. Et puis, juste au-dessus, des sonnettes qui lui permettent d'appeler le personnel. Et puis, c'est une femme moderne. Elle a l'eau courante et elle a l'électricité. En 1904, elle fait installer une centrale hydroélectrique qui lui permet d'alimenter 400 lumières dans son château. Ce qui est rarissime à l'époque. Avant-gardiste et aventurière, Nelly rapporte de ses nombreux voyages près de 6000 œuvres d'art venues des 4 coins du monde, des bustes, des tapisseries, des sculptures et des peintures remarquables que vous pourrez découvrir dans chacune des pièces du château. Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Alexis. Impressionnante cette pièce, n'est-ce pas? Très impressionnante. Nous sommes ici dans la salle des moines, qui était le réfectoire des moines au XVIIIe siècle. Alors Nelly Jacquemart-André, elle installe dans la salle des moines ses plus belles œuvres d'art. Vous voyez ici qu'elle crée un écrin, cette cheminée splendide avec le cerf. Et sur les murs, elle installe des œuvres sculptées, des œuvres peintes, et notamment ces 2 pièces typiques de son goût et surtout de son flair. Ces 2 panneaux sur bois de peuplier sont des œuvres italiennes qu'elle acquiert le 12 décembre 1911 comme des œuvres anonymes, reconnues définitivement dès 1930 comme des œuvres de Giotto, l'artiste qui initia véritablement la Renaissance en Italie. C'est donc une collectionneuse sûre d'elle qui, afin de protéger ses collections et le château, elle choisira de léguer son œuvre à l'Institut de France afin que son goût et l'harmonie qu'elle a choisi d'y mettre soient préservés.
Comme vous pouvez le voir, le domaine de Chaly regorge de trésors et de surprises, à l'image de la chapelle Sainte-Marie, aussi appelée chapelle royale. Édifiée sous l'impulsion de Saint-Louis, elle est un joyau du style gothique rayonnant de la seconde partie du XIIIe siècle. À l'intérieur, une superbe fresque peinte à la Renaissance par Primatis représente une annonciation et occupe toute la contrefaçade. Sur les voûtins de la nef, on peut apercevoir les pères de l'Église, les apôtres et les évangélistes. Cette fresque est un modèle unique en France de ce genre de réalisation, ce qui vaut au lieu le surnom de chapelle Sixtine de l'Oise. Autre atout du domaine de Chaly, son incontournable roseraie, véritable festival de senteurs et de couleurs. Nous sommes ici à l'emplacement de l'ancien jardin de l'abbé, qui est devenu un jardin fleuriste au XIXe siècle. Et petit à petit, la rose s'est imposée et la roseraie présente quelques 400 variétés de rosiers. Alors voilà un rosier que j'aime particulièrement, c'est le Christophe Colomb, qui est très généreux, assez charnu, qui sent merveilleusement bon. Si vous pouvez sentir, vous décélerez peut-être une légère note d'agrumes. Et puis une autre fleur que j'aime beaucoup, c'est une rose avec une couleur très délicate, de rose orangé, et c'est évidemment la rose Stéphane Bern. Évidemment, et avec ça, si on ne gagne pas le monument préféré des Français, je ne comprends pas. Voilà. Si vous êtes un amoureux de jardin, d'art et d'architecture, le domaine de Chaly est à visiter absolument. Si vous avez bien suivi le classement, vous le savez, il ne reste plus que 2 monuments encore en lice. Restez bien avec nous. D'ici quelques minutes, nous partirons ensemble les visiter. Je me trouve à présent dans l'une des salles du parcours de visite du château de Villers-Cotterêts en compagnie de Dominique Hervieux. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la culture de Paris 2024. Vous coordonnez l'Olympiade culturelle qui propose jusqu'au Jeux de juillet 2024 des centaines d'événements culturels dans toute la France et dans les Outre-mer, mêlant art, sport et valeurs olympiques. Alors, sport et culture, c'est une association qui a priori peut nous paraître surprenante, mais dont l'histoire remonte assez loin finalement. Pierre de Coubertin, quand il a réinventé les Jeux Olympiques modernes, a proposé qu'il y ait des épreuves de sport, bien sûr, mais aussi des épreuves artistiques. Et on pouvait avoir une médaille d'or en poésie, en musique et même en architecture. Et donc ce qui était le cas dès la réouverture des Jeux modernes, finalement se déploie aujourd'hui avec l'Olympiade culturelle. Donc ça sera une très très grande fête du sport et ça sera aussi une fête de tous les arts, de la BD à l'opéra, à la gastronomie. Donc tous les artistes seront avec nous. L'un des grands rendez-vous de cette Olympiade culturelle, ce sont évidemment les Journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce week-end, 40e édition, avec pour thème patrimoine vivant et patrimoine du sport. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de lieux patrimoniaux et sportifs qui seront ouverts exceptionnellement au public pour ces journées du patrimoine? Tout à fait. Alors, on s'est amusé à inviter les artistes à investir ces lieux-là. Par exemple, la piscine de la Butte aux Cailles, magnifique, entre modernisme et art nouveau, 1920. Et donc, un grand artiste, Alessandro Chiaroni, va proposer une déambulation au public où ils seront entre les baigneurs dans la piscine et un orchestre. On aura aussi le vélodrome de Montargis, où là, on pourra à la fois faire du vélo, voir des expositions, et puis l'outre-mer, avec la ville de Saint-Paul à La Réunion, où on pourra voir un grand stade emblématique du patrimoine de sportif de l'île de La Réunion. Eh bien voilà, un week-end à la fois sportif et culturel. Merci Dominique Hervieux, c'est un beau programme. Alors, je précise que la future Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts aura la chance d'accueillir la flamme olympique le 17 juillet 2024 lors de son parcours à travers toute la France. Et bien sûr, je vous encourage, comme chaque année, à profiter de ces Journées européennes du patrimoine pour partir à la découverte de notre fabuleux patrimoine et en priorité tous les lieux qui sont liés au sport. Allez, je vous propose sans plus tarder de découvrir les 2 monuments finalistes de cette édition, sans connaître évidemment leur classement. Je vous donne rendez-vous juste après pour vous révéler le nom de celui que vous avez élu
monument préféré des Français 2023, je suis allé personnellement leur annoncer la bonne nouvelle et leur remettre, bien entendu, cette plaque. Partons dans le Grand Est découvrir un joyau de notre patrimoine militaire, le château fort de Sedan. Dominant la commune du même nom, la forteresse du XVe siècle, classée au titre des monuments historiques, mérite son surnom de géant des Ardennes, puisqu'il s'agit tout simplement du plus grand château fort d'Europe. Pénétrer dans cette enceinte, c'est faire un voyage dans le temps, une immersion dans le Moyen-Âge. Et ce voyage, Melaine, responsable du site, ne se lasse pas de le faire chaque jour. Ici, on est sur la terrasse du Bastion des Dames et on a une vue incroyable sur ce colosse de pierre. C'est le château un petit peu de conte de fées, avec les tours, les meurtrières, les bouches à feu, les créneaux. On a une sorte de panorama de l'architecture militaire telle qu'on peut se l'imaginer quand on est enfant. Ce château, c'est le comte Évrard III de la Marck, un riche marchand qui entreprend sa construction en 1424 à l'emplacement du prieuré Saint-Martin de Sedan dont il a chassé les moines. Nous sommes ici dans la cour du château fort de Sedan, au cœur de la forteresse, et nous avons ici le vestige du prieuré construit au XIe siècle. Et ce qui est amusant, c'est qu'au tout début, c'était un petit manoir tout à fait rustique, de forme triangulaire, qui allait d'un bout à l'autre de cette cour. Le petit château d'origine ne cessera de s'agrandir tant son emplacement stratégique au sommet d'un éperon rocheux en surplomb de la Meuse suscite les convoitises. On est vraiment à la frontière entre le royaume de France qu'on voit là-bas et puis le Saint-Empire romain germanique de l'autre côté. C'est intéressant de se rendre compte du risque que prenaient les seigneurs de Sedan en choisissant ce lieu. À la fois, ils profitaient des avantages évidents, commerciaux, économiques et diplomatiques de cet emplacement, cette zone tampon, et en même temps, il y a un risque de ne pas plaire à l'un ou à l'autre parti. Grâce à son statut privilégié de principauté obtenu en 1549 sous le règne d'Henri II, Sedan bénéficie d'une certaine autonomie tout en restant vassal du royaume de France. Pour autant, les descendants d'Évrard III de la Marck ne baissent pas la garde et ne cessent de renforcer leur forteresse. Tous les propriétaires successifs se sont attachés à renforcer, à agrandir, à améliorer les fortifications sans jamais détruire la génération précédente, ce qui lui donne ses dimensions hors normes. 35 000 m², 7 niveaux, la tour la plus haute, 45 mètres. Tic, tic, boum. Une silhouette massive et imposante, façonnée par l'esprit visionnaire des princes de Sedan qui adaptent leur défense au progrès de l'artillerie afin de parer à toute tentative d'invasion. Une illustration parfaite de la course entre le boulet et la fortification, c'est la technique du remparement. On prend le château qui est ici, on construit un mur une dizaine de mètres plus loin et on met du remblai entre les deux. De cette manière, on élargit considérablement la largeur du mur et en plus, ça nous permet d'avoir une belle terrasse bien plane pour y installer des canons. On a imaginé beaucoup de techniques, d'astuces pour tenir à distance les potentiels assaillants. Au milieu de l'arche, on distingue un trou rectangulaire. Il s'agit d'un assommoir. Donc on jetait surtout des pierres, des flèches, des carreaux d'arbalète et également du sable très chaud. Le sable donc pouvait s'infiltrer dans les armures, ce qui empêchait tous les mouvements des assaillants. Des aménagements ingénieux et successifs qui permettent à la forteresse de Sedan de rester imprenable tout au long de son histoire. Même le puissant Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, pourtant à la tête d'une armée de 34 000 hommes, renonce en 1521 à l'assiéger. 2 siècles plus tard, alors qu'il visite la forteresse, le célèbre Vauban, l'ingénieur militaire de Louis XIV, est impressionné par son système défensif. Le spécialiste des fortifications de l'Ancien Régime ne fera qu'y ajouter une issue de secours, appelée depuis la Porte des Princes. Puissante forteresse militaire, Sedan devient également au fil des siècles une résidence luxueuse pour ses propriétaires. Lors de votre visite, poussez les portes de la Galerie des Princes pour une immersion passionnante dans les logis princiers. Et je détiens le record du règne le plus long. Ah, 50 ans tout de même, enfin.
Partez ensuite à la rencontre de Colline, responsable de la médiation culturelle, qui propose aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un pro-chevalier pour s'initier à l'art de la guerre. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge? C'est l'époque de quoi le Moyen-Âge, vas-y? Du roi, où les gens se battaient, où ils avaient des armures. Exactement, c'est l'époque des chevaliers, notamment le Moyen-Âge. Est-ce que les princes ils avaient des épées? Alors, la Zweihander que tu as ici derrière toi, c'était l'épée de Robert II de la Marck. C'est une épée à 2 mains. Et c'est une épée qui mesurait en tout 2,50 m. Alors c'était une épée magique, puisqu'elle aurait eu, paraît-il, des vertus protectrices. Et elle repousserait naturellement les opposants, les ennemis du château. Ah, check! À quelques mètres de là, sur les bastions du château, c'est une autre arme particulièrement impressionnante que vous pourrez découvrir et même essayer, le trébuchet. Cette machine de guerre la plus puissante au Moyen-Âge aurait fait capituler de nombreuses places fortes à sa simple vue. Imaginez quand même, on pouvait lancer des projectiles de plus de 140 kg jusqu'à plus de 200 mètres. Alors, l'idée en utilisant ces machines, c'était d'ouvrir une brèche afin de pouvoir rentrer dans le château et de pouvoir s'en emparer. Qu'est-ce qu'on lançait avec le trébuchet au Moyen-Âge? C'était tout d'abord des pierres. On pouvait également lancer des projectiles enflammés. Il arrivait aussi qu'on lance des excréments. 2, 3, on tire! Admirez la magnificence de mon Seigneur. Il a déjà remporté moult tournois et lorsqu'il remportera celui-ci, croyez-moi, il brûlera votre minuscule château et asservira votre peuple. N'hésitez pas à venir jouer les apprentis artilleurs au château fort de Sedan. Robert II de la Marck qui remporte le tournoi. L'occasion d'assister à l'un des impressionnants tournois de chevalerie régulièrement programmés dans l'enceinte du château. Découvrons à présent l'abbaye de Cluny. Ce vaste domaine est l'un des monuments les plus visités de la région Bourgogne-Franche-Comté. À son apogée au Moyen-Âge, ce lieu de culte hors norme était un véritable empire monastique. Même si au cours de son histoire, une partie de ses bâtiments a été détruite, l'abbaye de Cluny constitue un site majeur qui mérite que vous vous y arrêtiez pour découvrir ses vestiges extraordinaires et son histoire fascinante. Un passé que Benoît-Henri, administrateur des lieux, aime à raconter. Ce qui me plaît moi particulièrement dans l'abbaye de Cluny, c'est que c'est une sorte de grand livre en fait ouvert sur 10 siècles d'histoire, 10 siècles de patrimoine. Mais ce grand livre, certaines pages ont été arrachées et donc il faut faire appel à son imaginaire pour recomposer l'intégralité de cette histoire. Cette histoire commence ici, aux portes d'honneur, à l'entrée de l'abbaye. L'abbaye en fait va naître en 910 avec Guillaume le Pieux qui était le duc d'Aquitaine sur un petit domaine agricole. Il va installer une vingtaine de moines qui vont rapidement édifier une abbaye. Sur ce domaine, ces moines construisent une véritable ville composée d'un palais abbatial, d'un cloître, d'un hôtel pour les pèlerins, d'un farinier mais surtout d'une église grandiose. Depuis ces portes d'honneur, se déployait jusqu'au petit bâtiment que l'on voit avec une fenêtre cintrée au fond, la grande église abbatiale qu'on appelle la Maior Ecclesia. Et donc cette église faisait plus de 187 mètres de long. Aujourd'hui, seul un clocher secondaire de la Major Ecclesia est toujours debout. Alors, pour nous permettre de prendre toute la mesure du bâtiment originel, des chercheurs l'ont reconstitué. 2 nefs, 7 clochers, 300 chapiteaux et une forêt de piliers et de voûtes culminant à plus de 30 mètres de hauteur. Un monument à l'architecture visionnaire, grandiose et baignée de lumière. Pendant près de 4 siècles, Cluny sera la plus haute abbatiale du monde chrétien. Le visiteur qui rentrait était absolument ébloui. C'était un univers du divin, du sacré qui le dépassait complètement, une sorte de Jérusalem céleste dont parle la Bible. Et donc forcément, le fidèle ne ressortait pas de cette église comme il y était entré. Il avait vécu une expérience physique sans commune mesure. Près de 10 siècles plus tard, grâce à une salle de cinéma en 3 dimensions ainsi qu'à des bornes interactives de réalité augmentée, c'est une expérience immersive unique au cœur de l'édifice de l'époque qui est proposée aux visiteurs de Cluny. Mais au-delà de la prouesse architecturale, ce qui va faire de Cluny la plus importante abbaye de toute la chrétienté,
c'est son incroyable rayonnement. Les premiers abbés de Cluny vont être de très fins stratèges politiques, ce qui va permettre un développement exceptionnel de cette abbaye, non seulement à Cluny, mais également dans l'Europe entière, puisque Cluny va posséder environ 1400 prieurés, abbayes, monastères, donc répartis dans toute l'Europe. Donc ça en fait une institution sans aucun équivalent à l'époque médiévale. Une institution unique qui va s'avérer également très rentable, puisque l'ensemble des sites clunisiens reversent à l'abbaye mère une partie de leurs recettes. Évidemment, il y a la dimension liturgique et la spiritualité qui fondent quand même l'existence de cette abbaye, mais c'est également une sorte de machine économique tout à fait exceptionnelle. Plus grand ordre monastique médiéval d'Occident, l'essor du système clunisien perdure plusieurs siècles. Mais à la Révolution, l'abbaye est saisie comme bien national. Vendu à des marchands de matériaux de construction, ce chef-d'œuvre de l'art roman disparaît pierre par pierre. En 1824, alors qu'il ne reste plus qu'un dixième de l'église abbatiale, l'État finit par réagir et aide la municipalité à racheter les vestiges de l'abbaye. Ce paradis perdu participera à prendre conscience de la nécessité de protéger le patrimoine français. L'abbaye de Cluny est classée au titre des monuments historiques en 1862. Depuis, pour tenter de restaurer la splendeur de ce joyau de l'architecture médiévale, de titanesques travaux sont menés par des historiens, des archéologues et des architectes comme Laure, en charge d'un chantier de restauration. Donc là, vous trichez sur les joints aussi pour récupérer la différence entre les joints de gauche et les joints de droite. Ouais. Toiture, façades extérieures, sculptures et sacristie, après un an de restauration, la chapelle Jean de Bourbon retrouve enfin toute sa splendeur. La difficulté sur un tel chantier, c'est qu'on était donc sur un édifice qui n'avait pas été restauré depuis un siècle, avec des parements en mauvais état, des enduits en mauvais état, et puis surtout de la sculpture très altérée, avec beaucoup de lacunes qu'il a fallu greffer, c'est-à-dire qu'on rétablit tous les petits morceaux manquants, qu'on appelle donc des greffes. Ici, sur les petites greffes, on en a fait plus de 80, ce qui est quand même assez important. Un travail minutieux qui commence par l'étude des archives de l'abbaye. On avait retrouvé dans les textes qu'on devait avoir un ciel étoilé, mais malheureusement, on n'a pas retrouvé, donc on n'a pas restitué, puisqu'on n'allait pas faire un pastiche de quelque chose dont on n'avait pas la connaissance précise dans sa forme. Par contre, les armoiries, avec leur teinte assez vive, là, elles étaient encore toutes en place, très atténuées, mais encore toutes en place. Donc là, on a décidé de les restituer pour pouvoir les redonner à lire au public depuis en bas. C'est d'en bas que l'on peut également admirer les vitraux contemporains tachetés de couleurs vives de l'époque médiévale de l'artiste Sarkis. Et à quelques mètres de là, dans le cellier de l'abbaye, c'est un tout autre chantier qui est en cours. Le collectif Sacre répète son spectacle Spéos, dans lequel il questionne la relation qu'entretient l'homme avec l'architecture. C'est Virginie, en charge de la programmation culturelle, qui les a invités en résidence. Je trouve que ce dialogue entre l'histoire, l'architecture et la création contemporaine permet de donner un nouveau regard aux personnes qui viennent visiter le site et ça les invite à regarder les lieux différemment. Si vous aussi, vous voulez découvrir ou redécouvrir ce lieu, vivre une expérience immersive fascinante et replonger dans la vie d'un patrimoine qui a marqué l'histoire, n'hésitez pas à vous arrêter à l'abbaye de Cluny. Je me trouve actuellement dans le monument que vous avez élu monument préféré des Français 2023. Vous l'avez compris, ces hauts murs de pierre et cette ambiance moyenâgeuse laissent peu de doute sur l'identité de celui-ci. Il s'agit du château fort de Sedan, dans les Ardennes. Construit au XVe siècle, il a été maintes fois agrandi par les princes de Sedan, avec ses 35 000 m² de surface et ses murs épais de 7 à 26 mètres. Ce colosse réputé imprenable est aussi le plus grand château fort d'Europe. Je vais tout de suite rejoindre Melaine Dumerle, le responsable du château, qui a été notre guide dans le reportage et qui m'attend à l'intérieur de l'une des deux tours jumelles. Vous m'accompagnez, messieurs ? On y va.
Bonjour Melaine. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous retrouver ici. En 2020, vous êtes devenu le nouveau directeur du château de Sedan. Je crois que vous vous étiez donné comme objectif de transformer un peu l'image du château et de réveiller la belle endormie. Mission accomplie, non ? Je crois qu'on peut le dire maintenant, mais nous avons commencé par revoir intégralement la scénographie du circuit de visite. Le maître mot, c'est l'immersion. On veut que les touristes, pour comprendre l'histoire, il faut qu'ils la vivent. Et donc, on a créé tout ce qu'on a autour de nous, des décors qui nous plongent au Moyen-Âge, qui nous plongent à la Renaissance. Et en sortant de là, les enfants ont des étoiles dans les yeux, ils ont compris ce que c'était que la vie de soldat, la vie de princesse, la vie de prince. Et quand on a vu ça, on a tout gagné. Oui, et j'imagine que vous êtes très fier du titre de monument préféré des Français 2023. Qu'est-ce que vous aimeriez que cette récompense, que ce titre apporte au château de Sedan ? Bien sûr, c'est une grande fierté et on n'y croyait pas. Et maintenant, on espère avoir une aura nationale, voire même internationale, avec un titre très, très mérité, surtout par les Sedanais, les Ardennais et les habitants du Grand Est qui ont vraiment joué le jeu. Je vous propose maintenant, Melaine, d'aller rejoindre le maire Didier Herbillon pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Je crois qu'il est sur le bastion entouré d'un certain nombre d'habitants et de gens fort impliqués dans la vie du château de Sedan. Avec plaisir, allons-y. On y va ? Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Merci à tous pour cet accueil chaleureux. Si je suis là, c'est que vous vous en doutez, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous annoncer que le château fort de Sedan a été élu par le public monument préféré des Français 2023. Bravo. Didier Herbillon, j'imagine que c'est une nouvelle qui vous fait plaisir. Oui, c'est du plaisir, c'est de l'émotion, c'est une reconnaissance extraordinaire. Et elle tombe merveilleusement bien, puisque nous sommes à quelques mois de fêter les 600 ans de ce château fort. Mais comment vous expliquez justement l'attachement à la fois des Français et des Sedanais pour le château fort de Sedan? Vous savez, il est dans l'histoire de cette ville depuis presque toujours, et il correspond à l'identité des Sedanais, mais aussi il a joué un rôle national à bien des égards, et c'est aussi un monument transfrontalier qui a marqué pendant très longtemps les frontières entre le Saint-Empire romain germanique et puis le Royaume de France. Allez, comme le veut la tradition, il est temps maintenant, monsieur le maire, de vous remettre la plaque du monument préféré des Français. Mais juste avant cela, je tenais à saluer votre prédécesseur. C'est la gare maritime de Cherbourg et le sous-marin Le Redoutable, élu monument préféré des Français 2022. On peut dire que le titre de monument préféré des Français leur a porté chance, puisque la fréquentation a connu une augmentation de 25%. On souhaite au château fort de Sedan de rencontrer le même succès, monsieur le maire, et je vous donne maintenant la plaque de monument préféré des Français. Voilà, monsieur le maire, voilà la plaque. Alors, vous savez où vous allez la mettre? Je pense qu'on va la poser sur la Porte des Princes, c'est-à-dire l'entrée principale du château fort, mais je soupçonne aussi une volonté de la mettre un peu partout. On verra comment on va faire. Vous allez la démultiplier. Absolument. En tout cas, merci à vous tous. Merci Melaine de nous avoir accueillis. Encore bravo. Le monument préféré des Français, c'est terminé. Merci d'avoir été si nombreux à voter et à soutenir les monuments de vos régions. Bravo aussi aux 14 monuments sélectionnés. Merci pour leur accueil, leur disponibilité. J'espère que nous vous avons donné l'envie d'aller les visiter. Profitez-en, parce que le week-end prochain, ce sont les 40e Journées européennes du patrimoine. Merci à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts de nous avoir ouvert ses portes à quelques semaines de son inauguration officielle. Au revoir, à très vite pour la prochaine édition du monument préféré des Français. Merci à tous.